Bonjour Christophe, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aurais dû recevoir Sherazade, mais Sherazade ne pourra pas venir. Elle tente actuellement de battre le record des 1001 nuits debout. Alors, bravo à elle et puis peut-être à une prochaine fois, je suis sûr qu'on va y arriver. À la place, nous recevons un conteur à 3 prénoms. Eh oui, c'est très rare, il faut le souligner. Il ne s'agit pas de David Vincent, celui qui a vu Les Envahisseurs, ni de Francky Vincent, celui pour qui Alice elle glisse au pays des merveilles, mais il s'agit de Jean-Yves Vincent. Jean-Yves Vincent à qui je propose tout de suite de se présenter en nous racontant une histoire, c'est ce qu'il fait de mieux. Merci. À toi Jean-Yves. Il était une fois un roi. C'était un roi très puissant et il avait tout. Il avait le pouvoir, il avait l'argent. Mais tout, ça n'est pas toujours suffisant. À côté de son château, ce roi avait un grand jardin. Dans ce grand jardin, il avait fait planter les arbres les plus beaux, les fleurs les plus belles. Chaque printemps, lorsque l'hirondelle venait frapper à la fenêtre du roi, le roi se levait et avec toute sa cour traversait le parc et le jardin, et tous les grands arbres se penchaient pour essayer de toucher la chevelure du roi. Et toutes les plantes se dressaient sur leurs tiges pour essayer de toucher la robe du roi. Mais le roi n'avait de regard que pour un parterre, et dans ce parterre il y avait un rosier. Ce rosier, c'était le rosier Anaakan. C'est un rosier de longue vie. Et la légende dit que le jour où ce rosier va fleurir pour la première fois, le maître du jardin aura en cadeau l'éternité. Alors le roi traversait le parc, s'approchait du parterre, agenouillait sa noble personne, mettait sur le bout de son nez ses binocles de roi, levait le sourcil gauche, celui des grandes interrogations, regardait, scrutait le rosier, levait le sourcil droit, celui des grandes colères, et il frappait dans les mains. Et il appelait la garde, et il appelait le jardinier, et il disait à la garde d'enfermer le jardinier dans la prison. Et ainsi de suite, pendant 12 printemps. Au 13e printemps, le roi a traversé le jardin, s'est agenouillé, a soulevé le sourcil gauche et le sourcil droit. Il a frappé dans les mains, mais il a dit, puisque ce rosier ne veut pas fleurir pour moi, il ne fleurira pour personne, alors je veux qu'on l'arrache, et je veux qu'on le brûle. À ce moment-là, on a entendu une voix. Et cette voix-là, figurez-vous, c'était la voix de mon grand-père. Alors je ne sais pas comment mon grand-père s'est retrouvé dans cette histoire-là, mais toujours est-il qu'il s'est retrouvé dans cette histoire. Et mon grand-père a dit non, 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 il ne faut pas arracher ce rosier, mais je vais m'en occuper. Le roi a regardé mon grand-père et lui a dit « Toi, tu vas t'occuper du rosier ? Là où les plus grands jardiniers n'y sont pas arrivés, toi, tu vas t'occuper du rosier ?» Mon grand-père a dit « Ouais, mais je vais m'en occuper. » « Et comment vas-tu faire ? » « Eh ben, je vais faire comme d'habitude. » Et mon grand-père a fait comme d'habitude. C'est-à-dire que le matin, il allait chercher dans l'étable, il allait chercher la brouette, et on entendait la roue de sa brouette crisser sur les graviers des passages et des chemins du jardin. Il prenait son sécateur, coupait à droite, coupait à gauche, il prenait son râteau, ramassait quelques feuilles. Simplement, lorsque l'été est arrivé, il a mis de la paille au pied du rosier pour que le rosier n'ait pas soif, pour que l'humidité reste dans les racines. Quand est arrivé l'automne, il a aidé le rosier à enlever son manteau de feuilles. Quand est arrivé l'hiver, il a remis de la paille au pied du rosier, mais cette fois pour que le rosier n'ait pas trop froid. Et puis simplement, il faisait comme il faisait d'habitude, c'est-à-dire qu'il venait s'asseoir à côté du rosier, à côté des plantes, il regardait, il se levait pour aller enlever un puceron sur une feuille, et puis il parlait au rosier. Et puis quand il y a la cloche du village qui sonnait, il disait « Bon voilà, là il est l'heure, il faut que je rentre moi. » Et il repartait. Et là il y a mamie qui disait « Mais pourquoi tu rentres si tard ?» Et il répondait « Parce que je me suis occupé du rosier, de Anaakan. » Oh alors, si tu t'occupais du rosier, ça va. Le temps a passé. L'hirondelle est venue frapper à la fenêtre du roi. Et le roi, suivi de toute sa cour, a traversé le jardin.
Et tous les grands arbres essayaient de se pencher pour toucher la chevelure du roi. Et toutes les fleurs se dressaient sur leurs tiges pour toucher la robe du roi. Le roi s'est approché du parterre. Le roi a agenouillé sa noble personne. Il a mis sur le bout de son nez ses binocles de roi. Il a levé le sourcil gauche, a scruté le rosier. Il a vu qu'il y avait un petit bourgeon qui essayait de paraître, de s'ouvrir. Mais sous le regard scrutateur du roi, le bourgeon s'est flétri et s'est refermé. Alors le roi a soulevé le sourcil droit, a frappé dans les mains, a appelé la garde et a dit qu'on aille, qu'on l'enferme. Et là, mon grand-père, avant de partir, a dit « Attendez, je veux dire au revoir au rosier. » Il s'est approché du rosier. Il lui a dit « Mais qu'est-ce qui se passe donc? Pourquoi que tu ne veux pas pousser, ma garçon? Coca qui va pas? Hein? Coca qui va pas ?» À ce moment-là, d'entre les racines, on a vu un ver noir qui sortait. De la rocaille est sorti un rat qui a attrapé le ver. D'entre les nuages est descendu un aigle qui a attrapé le rat. Et lorsque l'aigle est reparti entre les nuages, à ce moment-là, sur le rosier, sur la tige, une fleur est apparue. Une fleur belle comme un sourire d'enfant. Une fleur de début de vie. Alors le roi a crié « J'ai l'éternité, je suis éternel, j'ai l'éternité !» Et le temps a passé. 12 années sont passées. Et à la 13e, le roi est tombé malade. Alors on a fait venir les plus grands médecins. Mais allez donc soigner quelqu'un qui souffre d'éternité. Le roi a dû s'aliter. Et quand on n'arrivait pas à le guérir, le roi a fait appeler mon grand-père. Alors, c'était pas vrai la légende? La légende qui dit que lorsque le rosier va fleurir pour la première fois, le maître du jardin aura l'éternité, ça n'était pas vrai. Et mon grand-père a dit « Je sais pas. Je sais pas. » Et il a fait comme il faisait d'habitude. Il est reparti dans le jardin, il est allé saluer les fleurs et les arbres. « Bonjour, bonjour, bonjour l'arbre, bonjour, bonjour la fleur, bonjour, bonjour. Bonjour. » Il avait tout son temps, mon grand-père. Il avait tout son temps parce que l'éternité, c'est pas pour celui qui possède, c'est pour celui qui aime et c'est pour celui qui soigne. Bonjour, bonjour, bonjour. 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 Bonjour Jean-Yves. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette histoire? Elle vient d'où? Elle vient d'un livre, un travail d'écriture personnelle? Non, c'est un conte classique, c'est le rosier Anakan, donc rosier de longue vie qu'on aimerait tous avoir dans son jardin. Bon, simplement, moi, dans mes histoires, souvent, mon grand-père arrive, je ne sais pas trop comment il fait son conte, mais il arrive toujours à s'insinuer, à se glisser sur la pointe des pieds dans mes histoires. Et j'avais un grand-père qui était quand même très poétique, j'ai envie de dire, même si c'est un peu curieux. Il me disait, par exemple, que les papillons, c'était des fleurs qui s'étaient sauvées de leurs tiges, parce qu'ils avaient envie de découvrir le monde. Et bon, ça a dû me marquer un petit peu, quoi, voilà. Et alors voilà, justement, on est tout de suite dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu as découvert le monde du conte et des conteurs? Quel a été le déclic pour toi? Alors, le monde du conte, bon, d'abord parce que je lisais beaucoup d'histoires quand j'étais enfant. Ensuite, j'avais deux grands-pères très curieux. J'en avais un qui était rebouteux, et puis l'autre qui était raconteur d'histoires. Enfin, raconteur de carabistouilles, j'ai envie de dire. Et très souvent, pendant les vacances, j'allais chez ce grand-père qui est donc celui-là, le grand-père paternel. Et on dormait dans la mansarde, et la mansarde est à côté du grenier. Dans le grenier, la nuit, il y a toujours plein de bruit, plein de craquements. Et on avait l'habitude, avec mon frère aîné, d'écouter le midi une émission qui était Zapimax. Alors les plus anciens vont peut-être se souvenir de Zapimax. C'était toujours des aventures, c'était, je crois, vers midi à la radio. Le gros poste de radio avec l'œil vert qui nous regardait. On écoutait l'émission de Zapimax. Et puis le soir, avec mon frère, quand on était dans la mansarde, on inventait l'épisode du lendemain. C'est assez curieux parce que je me suis mis à raconter comme ça, parce qu'on essayait d'imaginer ce qui allait pouvoir se passer le lendemain avec ce héros journaliste qui s'appelait Zapimax. Et mon frère avait l'habitude de rajouter à chaque fois un fantôme.
Il n'y a jamais eu de fantôme chez Apimax. Mais avec les craquements dans le grenier, le fantôme arrivait, et moi je le voyais, je l'imaginais. Ou alors il ajoutait un squelette. Et curieusement, le squelette arrivait à se glisser sous mon lit. Et moi, avec les yeux de l'enfance, je voyais ce squelette sous mon lit et souvent je criais ou je pleurais. Alors, bien sûr, il y a mamie qui montait et mamie qui consolait. Donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert le monde de l'imaginaire. D'accord. Et par contre, ensuite, on va passer un peu dans le temps. Et après, il y a le fait de se mettre devant un public, d'être devant un public pour raconter. Est-ce que la première fois, c'était quand? C'était dans quelles circonstances? Alors là, je vais faire plaisir à la Fédération des foyers ruraux, puisque j'ai découvert le conte avec la Fédération des foyers ruraux et avec le festival Conteur en campagne. Bon, je lisais déjà énormément de contes dans les livres, les contes de Gougo, enfin voilà, bon, tous les grands auteurs, entre guillemets. Et je travaillais à l'époque dans un journal, et donc on a accompagné, enfin le journal a accompagné ce festival, et je me suis retrouvé avec la nécessité d'interviewer des conteurs. Et pour parler du conte, il m'est venu l'idée que la meilleure façon était encore d'essayer. Mhm. Donc je me suis inscrit à un stage proposé par la Fédération des foyers ruraux. J'ai fait ce stage. Et puis je me suis pris au jeu, donc voilà. Mais ça fait longtemps déjà ça. Hein. Mais justement, quels ont été les conteurs qui t'ont un peu guidé sur voilà, sur le chemin de l'oralité, de la parole? Est-ce que peut-être pas des maîtres, parce que le terme est quand même peut-être un peu fort, mais ceux qui t'ont guidé, qui ont porté la lanterne pour te guider sur le chemin des contes? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont marqué? Oui, alors d'abord il y a un personnage comme Chabrol qui est venu tout au début du festival. Et c'est un monsieur qui avait la capacité de se mettre sur une scène, de se mettre à parler avec rien et d'emmener tout son public. Donc là, j'étais déjà très très impressionné par la verve, par la présence. Lui, simplement, je suis allé l'écouter. Et ensuite, j'ai eu la grande chance de pouvoir travailler avec Gougo, qui lui, dans le monde des conteurs, est quand même une des références. Hein. On le surnomme, je dis ça affectueusement, un peu un conteur tabouret, parce qu'en fait, il est sur son tabouret, il ne bouge pas. De temps en temps, il lève la main, et c'est simplement par la voix, par l'éclat, par le sourire, par l'éclat des yeux, même si à la radio, l'éclat dans les yeux est un peu difficile à faire passer. Il arrive à emmener le public dans des mondes que j'ai envie de qualifier de parallèle dans le monde de l'imaginaire. Donc j'ai eu la grande chance de pouvoir travailler avec lui pendant une bonne dizaine d'années dans un atelier qu'il a à Paris. Donc ça veut dire se retrouver tous les 15 jours, ça veut dire travailler avec un groupe de conteurs venus d'horizons différents. Et puis le challenge d'essayer de comprendre comment est fait le conte, de où il vient en nous. Enfin, j'en parlerai peut-être un petit peu après. Ça n'est pas simplement une technique. Voilà. Et après, j'ai travaillé avec Bruno de la Salle. On va y venir là tout de suite. Justement, peut-être que tu pourrais que tu es un conteur associé au Clio. Tu vas nous dire ce que c'est que le Clio. C'est un joli nom. Ça veut dire Centre de littérature orale. Hein. Conservatoire voilà, pardon. de littérature orale. Il est situé à Vendôme, en région centre. Est-ce que tu peux nous parler de cette structure, de ce centre, de ce conservatoire? Quel est son rôle? Bon, alors c'est un conservatoire, bien sûr, qui, comme le dit l'appellation, qui travaille sur l'oralité. Bon, moi, j'en fais partie dans un atelier plutôt consacré au long texte, aux épopées. Bruno de la Salle fait partie aussi des grands conteurs, qui a beaucoup travaillé sur la mythologie, qui est capable pendant 1h15, de défiler, entre guillemets, mais l'appellation n'est pas jolie non plus, mais enfin, de raconter Ulysse, ou d'autres grands héros de la mythologie, et d'emporter les gens avec lui. Donc, dans son atelier, on travaille sur le texte. Donc là, on passe par l'écrit, assez curieusement, alors que on travaille sur l'oralité. Mais d'abord, comment sont construits ces textes-là? Comment on bâtit une narration sur une durée longue? On ne peut pas, pendant 1h15, tenir en haleine les gens si on n'a pas, au préalable, structurer, la raconter
avec des mini-chapitres. Je vais appeler ça chapitre parce que ça fait référence peut-être à des livres. Dans ces chapitres, des paragraphes, des temps forts, des débuts et des fins, et puis toutes les X secondes, ou au moins toutes les X minutes, avoir un petit rebondissement qui permet de relancer l'intérêt et de réveiller un peu les gens si toutefois ils étaient bercés. C'est ça la difficulté souvent dans les contes, c'est qu'on se laisse bercer par la musique des mots. Et il y a des fois on part ailleurs, quoi. Donc comment faire pour rattraper les gens, mais les rattraper en douceur. Il ne s'agit pas bien sûr de brusquer les choses. Tu as créé plusieurs spectacles donc dans ce cadre-là, dans le cadre du Clio. Je te propose de nous en parler un petit peu. Le premier, me semble-t-il, c'est la géante histoire de Lydéric le Mérovingien. Quel est ce spectacle ? Alors déjà, si je commence à vous la raconter, on termine l'émission dans 1h15. Donc je vais peut-être pas tout de suite la démarrer. Alors cette histoire-là, pour moi c'est important parce que Lydéric c'est déjà le géant tutélaire de notre région. Alors, région ancienne version, Nord-Pas-de-Calais. Bon, est-ce qu'il va maintenant, lui, aller jusqu'en Picardie ? Donc, c'est un personnage mérovingien. Juste après l'époque de Brunehaut. La reine Brunehaut, qu'on connaît bien dans la région, puisqu'elle a des routes qui portent son nom. C'est la période du roi Dagobert. Période historiquement très, très intéressante. Période de découverte, où les évangélisateurs sont venus dans notre région, et puis où on est passé d'une société quand même assez brutale et archaïque à un début de sociabilisation, si on peut dire, des choses. Alors ce personnage-là, c'est un géant. Il y a un seigneur gentil et un seigneur méchant. Pour une histoire, c'est bien de démarrer comme ça. Le seigneur méchant s'appelle Finaert, et Finaert le loup. Avec une appellation comme ça, on voit tout de suite qu'il est vraiment méchant. Et puis en plus, ces chiens ont ils sont féroces, des chiens féroces. Toujours est-il que le seigneur gentil arrive dans la région avec son épouse qui attend un enfant, et que le seigneur méchant veut attraper le seigneur gentil. Une bagarre, le seigneur gentil est tué, la femme qui attend l'enfant se sauve dans la forêt, et l'enfant va naître dans la cabane d'un ermite. Et cet enfant, bien sûr, c'est le héros de notre histoire, c'est le futur Lydéric. Suite au prochain épisode. J'ai envie de dire, là, on a fait l'introduction, le préquel, en fait. On dit ça maintenant, le préquel, on dit ça maintenant dans les films et tout. C'est ce qui s'est passé avant l'histoire. Donc, c'est magnifique. On a eu ça. Le deuxième spectacle que tu as créé avec le Clio, ça s'appelle L'édifiante histoire de Victor l'enfant sauvage. Et je crois que les auditeurs connaissent, en tout cas, pour certains, peut-être l'adaptation de François Truffaut. Alors que comment est née l'idée de ce spectacle-là ? Alors assez curieusement, l'enfant sauvage est aussi un enfant qui a vécu dans la forêt, donc on retrouve presque un parallèle entre la première histoire de Lydéric qui a grandi dans la forêt et cette histoire de cet enfant trouvé dans les années 1800 dans une forêt de l'Aveyron. Pourquoi j'ai travaillé sur cette histoire-là ? En fait, je voulais travailler sur La Majesté les mouches, qui est donc un livre une mini-société d'enfants qui se retrouve sur une île, et l'évolution de cette société, pareil avec les bons et les méchants, et comment la violence finit par dominer dans une société refermée sur elle-même. Là, il y a eu des problèmes de droit et d'adaptation, donc je me suis retrouvé, après avoir travaillé un peu sur ce texte, avec l'impossibilité de pouvoir le donner en public. Comme j'ai été intéressé par je suis assez intéressé en fait est-ce que l'enfant est déjà un homme ? Est-ce que l'homme est encore un enfant ? Donc par la notion d'éducation. Donc cet enfant sauvage, trouvé dans la forêt, a été ensuite ramené, étudié par les savants et éduqué donc par le docteur Itard. Le docteur Itard étant le héros de ce film de Truffaut. L'histoire, je l'apprends tout au début, donc quand il est trouvé dans la forêt, et je l'apprends tout à la fin, je l'amène jusqu'à la fin, c'est-à-dire comment cet enfant qui a été accompagné
et ensuite abandonné en quelque sorte à lui-même. Simplement une dame qui s'appelle Mamie Guérin qui reste avec lui. Et cet enfant sauvage qui était vraiment célèbre à son époque, parce que considéré un peu comme aussi je mets des guillemets, mais c'est un peu ça, comme une bête de foire. On venait le voir, on venait le regarder, on venait le toucher. Et comment il a fini dans la fosse commune? Il s'est appelé Victor, il s'est appelé Joseph. Il y a eu plusieurs prénoms qui lui ont été donnés au cours de sa vie. Il s'est appelé Cernin tout au début de l'histoire. Il a eu des prénoms, cet enfant-là. Et il est mort d'une façon anonyme, puisque, voilà. Par contre, le docteur Itard, c'était le début ça a servi de base, un peu, tout le travail qu'il avait fait a servi de base comment dire, au début de l'éducation. Enfin, comment éduquer. C'est une référence pour tous les éducateurs, ce personnage-là du docteur Itard. On va parler du troisième projet aussi, celui qui est en cours, je pense, d'après ce que tu m'as raconté, qui parle de vie réinventée, m'as-tu dit. On va même peut-être se retrouver un peu dans ce qu'on appelle l'art brut, non? C'est ça? Oui. Alors là, je mélange un peu la curiosité que pouvait avoir le journaliste, bon métier que j'ai exercé quand même pendant pas mal d'années, et puis la curiosité ici aussi, à l'écoute par exemple d'émissions de radio. Bon, il y a Les Pieds sur Terre, qui est une émission qu'on entend sur France Culture. Je dis pas de bêtises, c'est France Culture, oui. Où ils font des interviews, où ils racontent des mini-vies. Et en entendant une fois une émission d'un personnage qui s'appelle Topette le renard, donc la notion du renard, hein, le roman de renard, le personnage qui vit la nuit, le voleur, mais que tout le monde aime bien, curieusement. Il vivait dans un village en Champagne. Donc c'est la première vie réinventée. Je prends ce personnage-là qui était voleur, curieusement aimé par tous les gens du village, et je réinvente sa vie, n'ayant pas la légitimité d'en parler d'une façon... je ne le connais pas. Je ne connais pas sa famille. J'ai simplement entendu cette émission. Donc je me permets d'imaginer comment il a pu en arriver là. Comment un homme qui est travaillé il a dû travailler dans la mécanique, vie de tous les jours, normale, jusqu'au jour où il a dit j'arrête. Et il s'est mis ce jour-là à vivre la nuit et à devenir voleur. Mais voleur, c'est un voleur à vélo. C'est un VV, voleur à vélo. C'est-à-dire il ne vole pas plus que ce que peuvent contenir ses sacoches de vélo. Et tout le monde au bistrot du village parlait de lui et parle encore de lui, même s'il est mort depuis pas mal d'années, comme étant un personnage très très curieux. Et depuis qu'il a disparu, des vrais voleurs par contre sont arrivés dans la région. Et donc on regrette ce petit voleur qui en fait était gardien de nuit en quelque sorte. Parce qu'à le voir déambuler dans les chemins du village, les grands voleurs n'osaient pas s'attaquer à ce village. Et le deuxième personnage où on parle d'art brut, et puis c'est Petit Pierre, c'est un personnage que j'affectionne particulièrement. Petit bonhomme très laid, vraiment très laid, avec le visage déformé, une difficulté de langage, il n'a pas de F, il ne prononce pas les F. C'est un homme sans F. Donc il ne fait pas des phrases, il fait des as. Et la hase, par exemple, ça doit être la femelle du lièvre. Enfin, on peut très vite partir dans l'imaginaire à partir d'un personnage comme celui-là. Et il a passé toute sa vie, bien sûr, à être chahuté par l'école, on imagine bien. Hein. Celui qui est un peu différent, bis à la galette. Enfin voilà, quand on se moque de lui, on prend son béret, on jette son béret dans les pissotières de l'école. Finalement, on décide de le retirer de l'école et puis il va devenir ouvrier agricole. Mais curieux, lecteur, il s'est intéressé, enfin, il a appris énormément de choses, et surtout bricoleur de génie. Juste après la Seconde Guerre, donc il a récupéré, il y a un avion qui s'était écrasé dans un champ pas très loin de chez lui. Donc il est allé démonter tout ce qu'il pouvait récupérer sur cet avion, des bouts de tôle, des bouts de ferraille. Et avec tous ces bouts de tôle, tous ces bouts de ferraille qu'il pouvait récupérer, il a construit un manège.
Et c'est un manège extraordinaire. Dès qu'on met le manège en route, quand il était, parce qu'il est décédé aussi, quand il était à la tête de son manège, c'était un roi. Il pressait sur un bouton, ça se mettait à tourner, ça se mettait à faire de la musique. Il y avait des hommes qui se mettaient à boire, enfin des silhouettes d'hommes qui se mettaient à boire. Il y avait des vaches qui vachonnaient, des bourdons qui bourdonnaient. Enfin, on peut tout imaginer. Et surtout, il faisait ça pour les enfants. Et donc, il y avait un petit panneau à côté du manège. C'était marqué "C'est gratuit pour les enfants". Et ce manège a été récupéré et maintenant il se trouve dans un musée qui s'appelle la Fabuloserie, où on peut voir ce manège. Et un livre a été fait sur ce personnage qui est une sorte de. Bah, oui, moi, je considère comme une sorte de petit génie, puisque quand on voit ce qu'il a fait, ça fait rêver. C'est deux bouts de ferraille accrochés avec un bout de fil de fer, mais ça bouge et ça vit. On va passer à un autre projet sans transition. J'ai pu l'écouter sur la route en venant, enfin un petit bout. Ça s'appelle Les Racontines Patoisantes. C'est un CD, un livre CD qui a été édité avec le Parc naturel régional. Tu vas nous en parler peut-être de ce projet-là. Comment il est né et avec qui a-t-il été réalisé? Alors ça, c'est un projet fait avec les enfants, avec les élèves de la ville de Aire-sur-la-Lys. Et à la base, on a fait du collectage. Donc le collectage, c'est l'idée de prendre un magnétophone, d'aller voir les personnes, les vieilles personnes. La notion de vieille est intéressante parce que ce sont des enfants. Des enfants. Bah oui, c'est curieux d'ailleurs, ce lapsus. Une sorte de grand chemin. D'un côté, il y a les enfants qui empruntent le chemin. De l'autre côté, il y a les vieilles personnes qui sont à l'autre bout du chemin. Donc l'idée était de demander aux personnes âgées de bien vouloir arrêter d'avancer, de se retourner, et puis que les enfants puissent s'approcher un peu d'elles. Donc on a enregistré des comptines, des petits chants. Le terme petit n'est pas du tout péjoratif, parce que ce sont des choses qui sont gravées en nous. Enfin, les petites comptines d'enfance, on les a en nous et immédiatement ça revient, c'est à fleur de mémoire. Et donc ces comptines ont été écoutées et entendues par les enfants. On a demandé au professeur de l'école de musique de Vers-sur-la-Lys de les mettre en musique. Il y a une sorte de mini-orchestre qui s'est monté. Et donc toutes ces comptines ont été chantées, mais d'une façon très tonique. On parlait de rap juste avant. Il y a du blues, il y a du rap, il y a du jazz. Enfin, tu as pu écouter. Oui, tout à fait. Et bon, A, B, C, D, des carottes et des navets. Ma grand-mère est enterrée d'un jardin de monsieur le curé. Ma petit caille a pissé dessus. Ma grand-mère est revenue. Alors quand les enfants ont ça en bouche, mais on dirait vraiment qu'ils ont une sorte de chewing-gum dans la bouche, ils chantent ça de bon cœur et tout le monde y va. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire énormément, parce qu'ils ont aussi rechanté ça à leurs grands-parents après les avoir retravaillés. Ça fait plaisir à la grand-mère d'ailleurs. Ça fait plaisir à la grand-mère et même à l'instituteur quand il entend ça dans la cour de l'école. Moi, quand je travaille beaucoup dans les écoles, et à chaque fois, j'apprends une comptine aux enfants, une comptine qu'on ne devrait pas chanter dans une cour d'école. Mais quand on la chante dans la cour de l'école, parce qu'il y a peut-être à côté aussi, pourquoi pas un petit interdit qu'il peut y avoir derrière ça, on la chante tellement avec bon cœur que tout le monde la reprend en cœur. Donc ce projet est monté avec le parc naturel des Caps et Marais d'Opale, l'école de musique donc de Aire-sur-la-Lys, Samuel Le Ternois qui a orchestré tout ça, Roland Duchossois qui a aidé également à la recherche des textes. Et ça a donné un livre CD illustré, qui est assez joli, qui est un objet en soi. Tu as également un travail de formateur, de passeur peut-être, parce que voilà, peut-être que ce que on t'a aussi apporté, tes formateurs t'ont apporté, toi aussi tu souhaites le repasser. On avait reçu il y a quelques mois Patrick Saulnier, avec qui tu travailles régulièrement en duo, et à qui tu travailles aussi en tant que formateur avec un groupe de conteurs. Comment conçois-tu ce travail-là de passeur, peut-être plus que de formateur? Oui, plutôt travail de passeur. Bon, d'abord simplement un petit clin d'œil à Patrick, qui est quand même. Il y a un petit côté Laurel et Hardy quand on est ensemble, et puis il y a une énorme affection en fait entre nous deux. Donc on a toujours un réel plaisir à raconter ensemble. Et là, on s'est attelé à la création d'un atelier
atelier autour de l'oralité, donc pas simplement le conte, c'est l'oralité au sens large. Bon, le fait d'avoir travaillé avec Gougou, d'avoir travaillé avec Bruno de la Salle, j'ai appris, je dis ça d'une façon très, très humble, j'ai appris énormément. Donc arrivé peut-être le privilège de l'âge fait qu'à un moment donné, tout ce qu'on a pu apprendre, on essaye peut-être de le redonner, pourquoi pas pour essayer de faire gagner du temps aux autres, puisque tout ce travail d'atelier pendant 10 années d'un côté, 5 années de l'autre, bon, il y a des raccourcis possibles, il y a des choses qu'on a, même si l'expérience des uns ne sert pas forcément les autres, il y a des certitudes qu'on peut commencer à avoir. Enfin, le terme certitude est un peu excessif quand même. Enfin, bon, regardons ce terme-là. Donc des choses qui permettent d'aller beaucoup plus vite là où on veut aller. Et donc cet atelier autour de l'oralité, donc qui se fait à Aire-sur-la-Lys, au centre intergénérationnel, tous les mardis soirs, de 18h à 20h30, avis aux amateurs, et qui se fera peut-être le mercredi l'année prochaine. Donc c'est l'idée de regrouper sur cet amour des mots, sur cet amour de la parole, sur cet amour du conte, mais aussi des grands textes ou d'autres modes d'expression. Ça peut être la chanson, ça peut être ça peut être le théâtre, de regrouper quelques personnes. Mais l'idée n'est pas du tout de formater. Il y a certains ateliers de conte où on sent la patte, entre guillemets, du formateur. Là, l'idée est vraiment que chacun développe sa technique, sa technicité dans son domaine propre de, comment dire, la matière première, c'est simplement l'individu. Donc tout le travail consiste à essayer d'aider la personne à savoir de où elle raconte, à partir de quel endroit en elle-même elle raconte. Donc on a tous reçu une certaine éducation, des manteaux de certitude qu'on a mis les uns au-dessus des autres. Bon, certains sont allés à l'université, d'autres ont travaillé beaucoup plus, très tôt, mais chacun a un bagage à lui. Ce bagage-là fait qu'on s'interdit énormément de choses. On s'interdit peut-être l'enfance, tout simplement. On s'interdit l'éclat de rire d'un seul coup, on s'interdit de dire une grosse bêtise, de chanter une comptine qui ne veut rien dire à un moment. C'est le petit grain de fantaisie, un peu comme dans Bobby Lapointe, quoi. Donc si on peut retrouver un petit peu en chacun ce petit grain de fantaisie, au moment où on parle de ce... Les gens vont dire que je suis un peu sot, mais enfin... quand on parle de cet endroit-là, on est juste. L'idée de l'atelier, c'est simplement d'avoir la justesse de la parole. Elle peut être... on peut bégayer, on peut hésiter, mais même si on hésite, si on parle de l'endroit... de notre endroit, de ce petit lieu où on est soi, les gens pardonnent l'hésitation et les gens sentent qu'on est sincère. Donc le conte, je crois qu'il y a l'humilité, il y a la sincérité, et puis aussi l'idée de relation, simplement, d'être avec quelqu'un et de faire un échange, peut-être pas les yeux dans les yeux, mais pourquoi pas, parce que moi je sais que quand je raconte, j'aime bien que les gens soient très proches de moi. Voilà. Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là, Jean-Yves, parce que c'était une belle conclusion. C'était une belle conclusion. Jean-Yves, on va juste dire que si on veut retrouver un peu plus d'informations sur ton travail, on peut aller sur le site qui s'appelle jeanyvesvincenttoutcollé.wordpress.com. Voilà, on a toutes les infos à la fois sur ton travail solo, mais aussi sur le travail avec Patrick Saulnier.